Mon mari a demandé le divorce et m'a ri au nez, jusqu'à ce que le juge révèle ma véritable valeur nette et que son sourire disparaisse instantanément. Je m'appelle Lara, j'ai 29 ans et je suis assise dans cette salle d'audience, regardant mon mari depuis 6 ans rire en signant nos papiers de divorce. Marcus a toujours pensé que je n'étais qu'une fille naïve d'une petite ville, sans réelle ambition. Il ne se doutait pas que pendant qu'il me trompait avec sa collègue, je bâtissais un empire juste sous son nez. Le juge est sur le point de lire mon bilan financier et j'ai hâte de voir ce sourire suffisant disparaître de son visage. Avant de vous raconter comment l'expression de mon futur ex-mari a complètement changé, sachez que cette histoire s'adresse à tous ceux qui ont dû se défendre alors que personne ne les croyait capables de quoi que ce soit. J'étais une fille d'une petite ville rurale du Kentucky qui a déménagé à Atlanta pour étudier la comptabilité à l'université Emory. J'avais de grands rêves de travailler dans la finance d'entreprise malgré mon éducation modeste. Mes parents m'avaient toujours enseigné la valeur du travail acharné et de l'épargne, des leçons qui s'avéreraient inestimables des années plus tard. J'ai rencontré Marcus dans un café près du campus universitaire. J'y étudiais pour un examen d'analyse financière lorsqu'il s'est approché de ma table. C'était un étudiant en droit de 3e année issu d'une famille traditionnelle d'avocats d'Atlanta, et il dégageait ce genre de confiance qui ne vient que du fait de n'avoir jamais eu à se soucier de l'argent un seul jour de sa vie. Tu as du potentiel. Tu as juste besoin des bons conseils, furent ses premiers mots en regardant mon manuel de comptabilité étalé sur la table. À l'époque, je pensais que c'était un compliment. Je réalise maintenant que c'était à la fois une insulte et un avant-goût de toute notre relation. Il semblait parfait, ambitieux, charmant, prospère et apparemment intéressé par moi. Malgré mes origines ordinaires, notre romance fut un tourbillon. Marcus m'emmenait dans des restaurants que je ne pourrais jamais me permettre, en week-end à Asheville, en Caroline du Nord, et m'initiait à un style de vie que je n'avais vu que dans les films. Mais dès le début, il cherchait constamment à améliorer mes goûts et mon cercle social. Il critiquait mes vêtements de grands magasins locaux, suggérait que je me coupe les cheveux de manière plus sophistiquée et faisait des commentaires subtils sur le fait que mes amis de fac avaient une vision limitée du monde. Je gagnais un revenu modeste en travaillant à temps partiel comme assistante comptable dans un petit cabinet. J'aimais mon travail, les défis analytiques et la satisfaction de voir les chiffres s'assembler parfaitement. Marcus, cependant, parlait de mon petit boulot et suggérait fréquemment « Tu n'as même pas besoin de travailler. Pourquoi t'épuiser pour des centimes alors que je peux te donner tout ce dont tu as besoin ?» Il disait cela sans comprendre que ma carrière représentait plus que de l'argent. C'était mon identité et mon indépendance. Après 18 mois de relation, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end romantique à Asheville. La bague était magnifique, le champagne cher et le moment parfaitement orchestré pour un impact maximal. Plusieurs personnes dans le restaurant ont même applaudi. C'était comme un conte de fées, et j'ai dit oui sans hésitation. Notre mariage fut une cérémonie intime à Saint-Augustine, en Floride, mon choix malgré la pression de sa famille pour quelque chose de plus grandiose à Atlanta. Avec le recul, je réalise que c'était l'une des rares fois où j'ai réussi à tenir tête aux attentes de la famille Blackwell. Au moins, c'est dans un endroit respectable, même si c'est simple, a commenté sa mère, Diana, avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Ce fut mon premier véritable aperçu de la façon dont sa famille me voyait, quelqu'un qui n'était pas tout à fait assez bien pour leur fils. Après notre lune de miel dans les Caraïbes, nous avons emménagé dans sa maison à Buckhead, l'un des quartiers les plus exclusifs d'Atlanta. Tout était élégant, cher et froid, un peu comme sa famille. J'ai essayé d'ajouter des touches personnelles, des photos, des œuvres d'art colorées, des plantes, mais Marcus préférait l'esthétique minimaliste qui mettait en valeur la richesse plutôt que notre personnalité de couple. Les premiers signes de trouble sont apparus en quelques mois. Marcus remettait en question chaque décision de décoration que je prenais, critiquait le choix de mes amis et lançait des pics subtils sur mon parcours professionnel. La comptabilité, c'est tellement banal, a-t-il dit un jour après avoir rencontré certains de mes collègues. Tu as le potentiel d'être exceptionnel, mais tu le gaspilles à faire de la tenue de livres pour des entreprises dont personne n'a entendu parler. J'ai essayé de m'intégrer à son cercle social, les femmes d'autres avocats et cadres qui passaient leur journée à faire du shopping, aller au spa ou planifier des événements caritatifs. Elles étaient assez agréables en face, mais je ne me suis jamais senti vraiment accepté. J'ai entendu l'une d'elles lors d'un dîner me désigner comme « l'expérience de Marcus avec la classe moyenne ». Au lieu de me défendre, Marcus a suggéré plus tard que je fasse plus d'efforts pour m'intégrer. Peut-être mettre à jour ma garde-robe ou me mettre au tennis. Ils ont juste besoin de voir que tu fais un effort pour t'adapter à notre style de vie,
a-t-il expliqué, comme si mon identité était quelque chose à modeler et à corriger. Ces premières années furent un mélange confus de luxe et de solitude, étant couverte de cadeaux coûteux tout en sentant mon estime de soi diminuer. Je devenais lentement ce que Marcus voulait, une femme trophée qui le mettait en valeur, tandis que la femme indépendante et créative que j'avais été s'effaçait. 2 ans après notre mariage, les tensions qui couvaient sous la surface ont commencé à déborder. Marcus avait toujours été pointilleux sur nos finances, mais son comportement devenait de plus en plus contrôlant. Malgré nos comptes joints, il remettait en question chaque achat que je faisais tout en dépensant somptueusement pour lui-même sans discussion. « Avais-tu vraiment besoin d'un autre ensemble de livres de développement professionnel ?» demandait-il en examinant le relevé de carte de crédit. C'est $150 qui auraient pu être investis. Pendant ce temps, cela ne le dérangeait pas de dépenser des milliers pour un nouvel abonnement de golf ou des montres coûteuses. Progressivement, je me suis retrouvé isolé de mes amis et de ma famille. Les visites chez mes parents dans le Kentucky rural devenaient moins fréquentes car Marcus avait toujours une excuse. Un événement professionnel, un dîner avec des clients, ou simplement le fait que, le Kentucky rural est trop provincial à mon goût. Mes amis de fac ont cessé d'appeler après que Marcus eut clairement fait comprendre qu'il n'était pas assez sophistiqué pour sa maison. Ton ami Lorraine a demandé si notre vin venait de Californie, s'est-il moqué après un dîner que j'avais organisé, comme si nous allions servir du vin domestique à des invités. C'est embarrassant. Ma carrière, qui avait été une source de fierté, est devenue un champ de bataille constant. Lorsqu'on m'a proposé une promotion au poste de comptable senior, Marcus ne m'a pas soutenu. Est-ce que la modeste augmentation de salaire vaut les heures supplémentaires loin de la maison, a-t-il questionné. Nous prévoyons de fonder une famille bientôt. Souvenez-vous, c'était une nouvelle pour moi. Chaque fois que j'évoquais l'idée d'avoir des enfants, il disait toujours que ce n'était pas le bon moment. C'est à cette époque que j'ai découvert ma passion pour le conseil financier. Le cabinet pour lequel je travaillais élargissait ses services et je me suis porté volontaire pour apprendre les aspects de conseil et de planification stratégique. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour comprendre les modèles d'investissement et créer des stratégies financières qui donnaient de vrais résultats. Excité par cette nouvelle direction, j'ai partagé mon idée de lancer éventuellement mon propre cabinet de conseil financier avec Marcus. Sa réponse fut écrasante. Oh Lara, sois réaliste. Lancer une entreprise demande un sens des affaires, ce qui n'est pas exactement ton fort. De plus, la plupart des petites entreprises échouent la première année. Pourquoi risquer ce que nous avons ? Nos approches de l'argent mettaient en évidence nos différences fondamentales. Marcus croyait à la consommation ostentatoire, la bonne adresse, la bonne voiture, les bons lieux de vacances, tout cela pour maintenir une image de réussite. Moi, avec mon éducation de classe moyenne, je croyais à l'épargne, à l'investissement judicieux et à la recherche de valeur plutôt qu'aux étiquettes de prix élevés. Alors que notre 3e anniversaire approchait, les nuits tardives de Marcus au bureau devenaient la norme plutôt que l'exception. Gros clients, analyse de marché, rapport trimestriel. Ses excuses variaient, mais son absence restait constante. Je dînais seul. La plupart des nuits, je me couchais seul et je vivais de plus en plus la vie d'une célibataire, mais avec la surveillance financière d'un enfant recevant de l'argent de poche. Notre première dispute vraiment majeure est survenue après le rassemblement annuel de Noël de sa famille. Sur le chemin du retour en voiture, sa mère avait demandé ostensiblement quand nous lui donnerions des petits-enfants. J'ai mentionné que j'étais prête dès que Marcus le serait, seulement pour le voir changer habilement de sujet. Quand je l'ai confronté à la maison, sa réaction fut froide. Les enfants sont une responsabilité et une dépense énorme, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Avec ta carrière modeste et les attentes de ma famille, tout enfant à nous aurait besoin de fonds fiduciaires, d'écoles privées, des bonnes connexions. Nous n'en sommes pas encore là financièrement. Pas encore là, ai-je questionné, sincèrement confuse. Marcus, tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Ta famille a une richesse générationnelle. Qu'est-ce qu'on attend ? Sa réponse fut révélatrice. Mon argent n'est pas le problème. Tu ne t'es toujours pas établi correctement. Que contribuerais-tu à l'avenir d'un enfant ? La blessure de ces mots a purulé pendant des jours. Son attitude méprisante envers ma carrière qu'il qualifiait d'insignifiante, et mon salaire qu'il a mentionné lors d'une autre dispute a solidifié quelque chose en moi. J'avais besoin d'indépendance financière, non seulement pour moi-même, mais pour ma santé mentale. Cette semaine-là, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque.
J'ai mis en place un petit virement automatique depuis mon chèque de paie. Pas assez pour que Marcus le remarque s'il vérifiait nos comptes joints, mais assez pour commencer à construire quelque chose à moi. Simultanément, j'ai commencé à m'éduquer sur l'indépendance financière. J'ai lu des livres sur l'investissement, suivi des cours en ligne gratuits sur la gestion d'entreprise et me suis abonné à des newsletters sur l'entrepreneuriat. J'ai fait tout cela en mode navigation privée, prenant soin de ne pas laisser de traces numériques que Marcus pourrait découvrir. La femme qui avait été autrefois séduite par de grands gestes et des dîners coûteux prenait lentement conscience de la cage dorée dans laquelle elle vivait et planifiait son évasion, un petit pas à la fois. Pendant que Marcus continuait ses nuits tardives au travail, j'ai commencé à poser les fondations de mon indépendance. En utilisant mes économies séparées croissantes, j'ai enregistré une petite entité commerciale, Apex Financial Consulting, et j'ai construit un site web simple mais professionnel présentant mon portefeuille et mes services. Mon premier défi a été de trouver du temps pour travailler sur mon entreprise sans que Marcus ne le sache. J'ai converti notre chambre d'amis rarement utilisée en bureau à domicile, expliquant à Marcus que j'avais besoin d'un espace dédié pour la formation continue afin de progresser au cabinet. Il a à peine prêté attention au changement, rejetant mon développement professionnel comme une « ambition mignonne » plutôt qu'une entreprise sérieuse. Ne laisse juste pas cela interférer avec nos obligations sociales, fut sa seule préoccupation. Mon premier client est arrivé par un coup de chance dans notre café local. J'ai entendu Catalina Flore, propriétaire d'une entreprise de traiteurs en pleine croissance, se plaindre des devis coûteux qu'elle avait reçus de conseillers financiers. Je ne peux pas me permettre 10 000 $ pour un plan financier, mais je perds de l'argent quelque part et je n'arrive pas à comprendre où, disait-elle à son partenaire commercial. Je me suis présenté, j'ai expliqué mon parcours et j'ai proposé de l'aider pour une fraction du coût, étant entendu que je construisais mon portefeuille. Catalina a pris le risque, et les résultats ont dépassé nos attentes à toutes les deux. J'ai identifié des inefficacités dans sa trésorerie, restructuré ses conditions de paiement avec les fournisseurs et créé une stratégie d'investissement pour ses bénéfices qui a augmenté ses rendements de 40% au premier trimestre. La transformation était assez spectaculaire pour qu'elle me recommande à d'autres propriétaires de petites entreprises de son réseau. Travailler avec Catalina m'a non seulement donné ma première histoire de réussite, mais aussi une véritable amitié, quelque chose qui me manquait dans le cercle social curaté de Marcus. Elle était authentique, travailleuse et appréciait mes compétences d'une manière que mon mari n'avait jamais faite. « Tu as un don, Ara » m'a-t-elle dit autour d'un café un jour. « Tu comprends l'argent d'une manière qui aide de vraies personnes à bâtir une vraie richesse. Ne laisse personne te dire le contraire. » Je travaillais tard le soir pendant que Marcus était absent lors de ses voyages d'affaires de plus en plus fréquents. J'ai converti notre dressing en bureau de fortune pour les appels clients, utilisant des couvertures pour étouffer le son. Chaque nouveau client était à la fois exaltant et terrifiant. Exaltant parce que mon entreprise grandissait, terrifiant parce que la découverte signifierait la confrontation. La courbe d'apprentissage était raide. J'ai fait des erreurs en sous-facturant des projets complexes, en promettant parfois trop sur les délais. Mais j'ai appris vite. Chaque client m'a appris quelque chose de nouveau sur la gestion d'une entreprise, sur l'établissement de limites, sur la valorisation de ma propre expertise. J'utilisais mes économies pour investir dans des logiciels essentiels et des certifications, cachant soigneusement les charges parmi les dépenses du ménage ou effectuant des achats en espèces. Ma liste de clients a augmenté régulièrement au cours d'une année, principalement grâce aux recommandations et aux bouche à oreille. Plutôt que de dépenser les bénéfices, j'en réinvestissais la majeure partie dans l'entreprise et commençais à mettre de côté une partie pour des investissements stratégiques. Marcus restait inconscient, attribuant ma confiance croissante au fait que je m'ajustais enfin à notre style de vie plutôt qu'à un épanouissement professionnel. Un moment charnière est survenu lorsque j'ai travaillé avec une fondatrice de start-up technologique dont la restructuration financière après ma consultation l'a aidé à obtenir un cycle de financement majeur. L'histoire de réussite a été présentée dans un magazine d'affaires d'Atlanta. J'ai dû refuser d'être mentionné par mon nom pour des raisons de confidentialité, mais la crédibilité m'a donné accès à de plus gros clients. Grâce à Catalina, j'ai rencontré Zoé Kalanick, une entrepreneuse en série qui avait vendu sa précédente entreprise pour une somme à 8 chiffres et lancé une start-up fintech. M'engageant initialement pour un petit projet, Zoé est rapidement devenue à la fois une cliente précieuse et un mentor. « Tu factures trop peu pour ton expertise », m'a-t-elle dit sans détour après avoir examiné ma grille tarifaire. Triple tes prix et regarde comment ta valeur perçue change. Elle avait raison. Quand j'ai augmenté mes tarifs, au lieu de perdre des clients, j'ai attiré des entreprises mieux établies prêtes à payer pour la qualité.
Zoé m'a également introduite au monde de l'investissement providentiel et de la gestion de portefeuilles stratégiques. L'argent perd de la valeur s'il reste immobile, a-t-elle expliqué. Tu dois faire travailler ton argent pour toi. Sous sa direction, j'ai commencé à faire des investissements stratégiques dans des entreprises émergentes, y compris la nouvelle entreprise de Zoé, qui se concentrait sur des outils de planification financière pilotés par l'IA. J'ai commencé avec de petits montants, mais à mesure que mon entreprise grandissait, mon portefeuille d'investissement grandissait aussi. L'exaltation de voir à la fois mon entreprise et mes investissements croître était enivrante. Pour la première fois depuis ma rencontre avec Marcus, je me sentais vraiment vivante, utile et indépendante. Je construisais quelque chose de précieux entièrement par mes propres mérites. Tout au long de cette période, j'ai maintenu l'apparence d'être juste la femme de Marcus lors des fonctions sociales. Je hochais la tête poliment quand les femmes de ses collègues discutaient de leur virée shopping et de leur comité de charité. J'assistais à ces dîners professionnels et jouais le rôle de l'épouse solidaire à la perfection, tout en gérant une entreprise en pleine croissance depuis notre domicile et en prenant des décisions d'investissement qui changeraient le cours de ma vie. Ma double vie était épuisante mais responsabilisante. Chaque nouveau client, chaque consultation réussie, chaque retour sur investissement était un pas vers la liberté dont je réalisais de plus en plus que j'avais besoin pour sortir de mon mariage contrôlant. 4 ans après notre mariage, la façade a commencé à s'effriter. Cela a commencé par un SMS qui est apparu sur le téléphone de Marcus pendant qu'il était sous la douche. Un aperçu visible sur son écran de verrouillage provenant de quelqu'un nommé S, qui disait « Tu me manques déjà ». La nuit dernière était. Le message a disparu avant que je ne puisse en lire plus, mais il a planté une graine de suspicion que je ne pouvais ignorer. Marcus avait été plus distant que d'habitude, rentrant souvent à la maison en sentant un parfum inconnu qu'il prétendait venir d'étreinte avec des collègues lors d'événements de réseautage. Plutôt que de le confronter immédiatement, j'ai décidé d'enquêter. J'ai noté ses habitudes. Les réunions tardives du jeudi qui duraient toujours jusqu'à plus de 21 heures. Les conférences du week-end qui n'avaient jamais de site web que je pouvais trouver. L'augmentation soudaine des dîners clients dans un restaurant haut de gamme spécifique du centre-ville. Le jeudi suivant, j'ai dit à Marcus que je rendais visite à Catalina pour aider à un événement d'entreprise spéciale dans sa société de traiteur. Au lieu de cela, j'ai garé ma voiture près du restaurant qu'il fréquentait et j'ai attendu. À 20h30, sa BMW est entrée dans le parking. 10 minutes plus tard, une Mercedes rouge est arrivée et une femme aux cheveux blonds en est sortie. Même de loin, j'ai reconnu Sky Jensen, sa collègue du cabinet d'avocat. Je les ai vus s'enlacer d'une manière que des collègues ne feraient jamais, je l'ai vu l'embrasser sur le parking avant qu'ils n'entrent ensemble dans le restaurant. Mes mains tremblaient alors que je prenais des photos avec mon téléphone, mon estomac un creux vide de trahison et de confirmation. Je leur ai laissé 30 minutes avant d'entrer dans le restaurant. Ils étaient à une table dans un coin, sa main sur la sienne, penchés l'un vers l'autre intimement. Cela explique les réunions tardives, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Marcus a reculé brusquement, son visage passant par le choc, la culpabilité, et finalement se fixant sur l'agacement d'être pris. Sky a eu la décence d'avoir l'air embarrassé, rassemblant son sac à main et marmonnant quelque chose à propos des toilettes. Ara, ce n'est pas ce que tu crois, a commencé Marcus en utilisant le même ton mielleux qu'il employait avec les clients difficiles. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu dînes avec ta petite amie pendant que ta femme pense que tu travailles. La conversation qui a suivi fut surréaliste. Marcus a offert des excuses sans conviction, a prétendu que c'était juste physique, et a eu l'audace de me blâmer pour son infidélité. Tu as été tellement absorbé par tes petits projets de comptabilité, a-t-il dit en baissant la voix alors que les dîneurs voisins commençaient à remarquer notre tension. Tu es devenue ennuyeuse, Ara, sans ambition. À quand remonte la dernière fois que tu as fait un effort dans notre mariage? J'ai quitté le restaurant seul, conduisant sans but pendant des heures avant de rentrer à la maison. Marcus est rentré après minuit, offrant des promesses de mettre fin à la liaison, suggérant une thérapie, proposant même une seconde lune de miel, pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement. J'ai alors fait semblant d'envisager la réconciliation. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais besoin de temps non pas pour lui pardonner, mais pour planifier mes prochaines étapes. Les semaines qui ont suivi furent un cours magistral de tromperie de notre part à tous les deux. Marcus est devenu temporairement attentif, apportant des fleurs, suggérant des soirées en amoureux, tandis que je commençais à consulter des avocats spécialisés en divorce lors de mes supposées réunions avec des clients. Et Chakan,
une redoutable avocate en divorce recommandée par Zoé, m'a exposé la réalité de ma situation. La Géorgie est un état de répartition équitable, a-t-elle expliqué. Sans contrat de mariage, le tribunal divisera les biens matrimoniaux en fonction de ce qu'il juge équitable, pas nécessairement égal. J'ai appris nos enchevêtrements financiers, la complexité de divorcer de quelqu'un avec de l'argent de famille, et l'importance de tout documenter. Le savoir et le pouvoir, surtout en cas de divorce, a dit Esha. Ma collecte prudente d'informations s'est arrêtée brusquement lorsque Marcus a découvert mon historique de navigation sur notre ordinateur partagé. J'avais oublié d'utiliser la navigation privée pour une recherche, processus de division des biens en cas de divorce en Géorgie. Sa rage fut immédiate et effrayante. Il m'a coincé dans notre cuisine, agitant son téléphone avec la capture d'écran qu'il avait prise. C'est ce que tu faisais? Planifier de divorcer et de prendre mon argent? Son visage était rouge, une veine pulsant sur son front. Laisse-moi être clair, tu n'auras rien sans moi. Rien. Les avocats de ma famille s'en assureront. Je suis resté calme, ce qui ne l'a fait qu'enrager davantage. Je ne planifie rien, Marcus. Je faisais juste des recherches après ce qui s'est passé. Ne ferais-tu pas la même chose? Il a semblé apaisé par mon explication, mais la menace planait entre nous. Cette nuit-là, j'ai déplacé tous mes documents professionnels importants vers un stockage cloud sécurisé et j'ai commencé à transférer des dossiers numériques sur des disques que je gardais dans un coffre-fort dont Marcus ignorait l'existence. La découverte finale est survenue 3 semaines plus tard. En rangeant notre placard, une tâche à laquelle Marcus ne participait jamais, j'ai trouvé un reçu de bijouterie caché dans ses chaussures habillées. Il provenait d'un bijoutier haut de gamme daté de 2 mois auparavant pour un bracelet de tennis en diamant coûtant près de 12 000 $. Je n'avais jamais reçu un tel cadeau. Même en connaissant la liaison, cette preuve de son investissement tangible dans une autre femme m'a piqué d'une manière que je n'avais pas prévue. Le reçu montrait qu'il avait dépensé notre argent, soi-disant notre argent, pour Sky. Avant que je puisse traiter cette nouvelle trahison, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix, Marcus et une femme, riant dans notre entrée. Je suis resté figé dans notre placard alors qu'ils entraient dans notre chambre, ne s'attendant clairement pas à ce que je sois à la maison en milieu de journée. Je suis sorti pour trouver Marcus et Sky enlacés au pied de notre lit, le lit que nous avions partagé pendant 4 ans. Merde, s'est exclamé Marcus, ne prenant même pas la peine de s'éloigner de Sky. Tu es censé être au travail. J'ai pris une demi-journée, ai-je répondu, surprise par mon propre calme. Clairement, j'aurais dû appeler avant. Ce qui a suivi n'a pas été la confrontation émotionnelle à laquelle les films m'avaient préparé. Au lieu de cela, Marcus est devenu froidement pragmatique. Eh bien, cela m'évite d'avoir une conversation difficile, a-t-il dit en ajustant sa cravate. Je veux divorcer, Ara. Sky et moi planifions un avenir ensemble. Sa confiance était absolue alors qu'il exposait ses conditions. Il me permettrait, généreusement, de garder mes effets personnels et un petit règlement qui m'aiderait à me remettre sur pied. La maison, nos investissements, même les meubles que nous avions achetés ensemble resteraient les siens. Mes avocats prendront contact, a-t-il conclu, apparemment confus par mon manque d'hystérie ou de supplication. Tu devrais trouver un autre endroit où loger à partir de ce soir. En fait, ai-je dit, comme c'est toujours légalement ma résidence aussi, je vais rester. Toi et Sky êtes invités à trouver un hôtel. Son visage s'est assombri devant mon défi, mais Sky lui a tiré le bras. Allons-y, Marcus. Nous pourrons régler ça plus tard. En partant, Marcus s'est retourné avec une dernière pique. Tu regretteras de ne pas avoir accepté mon offre généreuse. Le temps que mes avocats en aient fini, tu auras de la chance si tu peux te payer un parc à roulotte dans le pire quartier d'Atlanta. J'ai fermé la porte derrière eux, je me suis appuyé contre elle, et pour la première fois depuis la découverte de sa liaison, j'ai souri. Marcus n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain du jour où j'ai surpris Marcus et Sky dans notre chambre, il a déménagé la plupart de ses vêtements et effets personnels hors de la maison. J'ai changé les serrures le même après-midi, ce qui était juridiquement discutable, mais cela m'a donné le temps de documenter correctement nos biens avant qu'ils ne puissent retirer quoi que ce soit de valeur. L'hypothèse de Marcus sur ma naïveté financière est rapidement devenue évidente dans l'offre de règlement initiale que son avocat a envoyée, un paiement unique de 50 000 $ et 6 mois de frais de subsistance. En échange, je ne ferai aucune réclamation sur aucun de nos autres actifs, y compris la maison que j'avais aidé à meubler et à entretenir pendant 4 ans.
Il tâte le terrain, a expliqué Esha quand je lui ai montré l'offre. Il suppose que tu ne connais pas tes droits ou l'étendue réelle de vos biens matrimoniaux. Avec les conseils d'Esha, j'ai formellement rejeté l'offre et entamé le processus de découverte financière, un mécanisme juridique exigeant que les deux parties divulguent tous leurs actifs et passifs. La réponse de Marcus a été de demander à son avocat de retarder et d'obscurcir les choses à chaque tournant. C'est une tactique standard, m'a assuré Esha. Ils espèrent épuiser tes ressources et ta patience jusqu'à ce que tu acceptes moins que ce que tu mérites. Ce que Marcus ne réalisait pas, c'est que je ne dépendais pas de ces divulgations. Je suivais méticuleusement nos finances communes depuis des années, y compris les comptes dont il pensait que j'ignorais l'existence. Plus important encore, j'avais mes propres ressources croissantes dont il ne savait rien. Après mûre réflexion et consultation avec Esha, nous avons pris une décision stratégique. Je retiendrai temporairement la véritable ampleur de mon entreprise et de mes investissements pendant les phases initiales de négociation. La loi de Géorgie considérait généralement les entreprises créées pendant le mariage comme des biens matrimoniaux, mais Esha a identifié une exception potentielle basée sur le fait que Marcus avait activement découragé mon entreprise et n'avait fourni aucun soutien, financier ou autre, à sa création. Nous divulguerons tout au bon moment, m'a-t-elle assuré. Mais pour l'instant, laissons-le croire à sa propre version de toi. Alors que la procédure judiciaire avançait lentement, Marcus a lancé une offensive sociale. Des amis communs ont commencé à éviter mes appels. Les invitations aux événements sociaux se sont taries. Même nos voisins, qui avaient toujours été amicaux, sont devenus froidement professionnels. J'ai appris plus tard que Marcus avait répandu l'histoire selon laquelle je l'avais trompé, que j'étais mentalement instable et qu'il divorçait malgré ses meilleurs efforts pour sauver notre mariage. Dans les cercles où son nom de famille Blackwell avait du poids, sa version des événements était acceptée sans question. La douleur de cet exil social était étonnamment vive. Les gens avec qui j'avais partagé des vacances, célébré des étapes importantes, partagé des confidences, ont tous disparu de ma vie sur la base des mensonges de Marcus. Tous sauf Catalina et Zoé qui n'ont jamais vacillé dans leur soutien. Les gens qui croient aux rumeurs sans entendre les deux côtés ne valent pas ton énergie, m'a dit Catalina autour de pâtisserie d'urgence dans sa cuisine de traiteur après une journée particulièrement difficile. Concentre-toi sur la construction de ta nouvelle vie, pas sur le deuil de l'ancienne. Les tentatives d'intimidation de Marcus se sont intensifiées lorsqu'il a réalisé que je n'allais pas accepter ces conditions sans rien dire. Il y a eu des appels téléphoniques tardifs avec des menaces à peine voilées de « s'assurer que tu ne travailles plus jamais dans cette ville », et même une suggestion qu'il signalerait mon entreprise pour irrégularité fiscale, une menace vide puisque les finances de mon entreprise étaient méticuleusement documentées. Sa famille a rejoint la campagne de pression. Sa mère, Diana, a appelé pour me raisonner. Nous avons toujours su que tu n'étais pas faite pour Marcus, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de condescendance. Mais nous t'avons accepté parce qu'il t'a choisi. Ne rends pas les choses difficiles, Ara. Prends ce qui est offert et continue ta vie avec dignité. J'ai gardé mon calme à travers tout cela, une compétence que j'avais perfectionnée pendant des années à endurer les rabaissements subtils lors des réunions de la famille Blackwell. Merci de votre inquiétude, Diana. Je suivrai les conseils de mon avocat. L'excès de confiance de Marcus a commencé à jouer contre lui. Croyant que je n'avais aucune ressource pour mener une longue bataille juridique, il a commis plusieurs erreurs critiques. Il n'a pas divulgué des comptes d'investissement pour lesquels j'avais des documents. Il a sous-déclaré la valeur de son portefeuille d'actions. Il a prétendu que certains actifs étaient des biens propres alors qu'ils avaient été clairement achetés avec des fonds matrimoniaux. Esha a documenté chaque divergence, construisant méticuleusement un dossier qui finirait par saper sa crédibilité auprès du tribunal. Pendant ce temps, mon entreprise a connu une croissance exponentielle pendant la période de séparation. Un plan de restructuration financière que j'ai conçu pour une chaîne de restaurants régionale les a aidés à éviter la faillite et à tripler leurs bénéfices, menant à des articles dans des publications de l'industrie. J'ai dû refuser des interviews en invoquant des raisons personnelles, mais la reconnaissance professionnelle a amené un flot de nouveaux clients. La percée majeure est survenue lorsque j'ai obtenu un contrat avec une chaîne nationale de vente au détail pour refondre toute leur stratégie financière, un contrat à 6 chiffres qui a transformé mon entreprise de prospère à exceptionnelle. J'ai embauché 4 employés, loué un bureau professionnel dans le centre-ville d'Atlanta et commencé à refuser des clients dont les valeurs ne s'alignaient pas avec la mission de mon entreprise. Tout cela s'est produit alors que Marcus et son équipe juridique continuaient de me décrire comme une aide comptable en difficulté dépendante du soutien de son mari.
Sa perception de moi comme la fille naïve de petite ville éblouie par sa richesse s'était calcifiée au point qu'il ne pouvait pas concevoir ma réussite indépendamment de lui. Pendant ce temps, Zoé m'a présenté à un groupe d'investisseurs providentiels cherchant à financer des startups fintech prometteuses. Ma combinaison d'expertise financière pratique et de vision technologique les a suffisamment impressionnés pour offrir un financement d'amorçage pour une application de planification financière révolutionnaire que je développais. L'application, qui utilisait l'IA pour fournir des conseils financiers personnalisés aux petites entreprises et aux particuliers, a été lancée en version bêta avec une réponse extrêmement positive. En 6 mois, nous avions 50 000 utilisateurs et recevions des offres d'acquisition de grandes institutions financières. J'ai également fait des investissements stratégiques dans plusieurs autres startups, tirant parti de mon réseau et de mon expertise financière pour identifier des entreprises à potentiel de croissance exceptionnel. Mon portefeuille s'est diversifié dans la technologie, l'immobilier et les marchés émergents, tous gérés avec soin pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques. La veille de notre dernière date d'audience, je me suis assise seule dans la maison qui n'avait jamais semblé être un foyer, réfléchissant à mon parcours. 4 ans plus tôt, j'avais été si désireuse de plaire à Marcus que j'avais commencé à me perdre. Sa trahison, aussi douloureuse soit-elle, m'avait forcé à redécouvrir ma force, mon ambition et ma valeur. J'ai fait un petit sac pour la nuit. Quelle que soit la décision du juge, j'avais décidé que je ne passerais pas une nuit de plus dans l'espace où mon mariage s'était effondré. Mon nouvel appartement Penthouse était prêt, acheté via une LLC dont Marcus ignorait tout, meublé avec des pièces que j'avais choisies pour leur beauté et leur confort plutôt que pour leur valeur de statut. Alors que je fermais le sac, mon téléphone a sonné avec un SMS de Zoé. Souviens-toi de qui tu es demain, pas de qui il a essayé de faire de toi. Avec ces mots dans mon cœur, je me suis préparé à affronter l'acte final de mon mariage avec Marcus Blackwell. Le matin de notre audience s'est levé clair et frais. Je me suis habillé d'un tailleur bleu marine, conservateur mais confiant, avec un seul bijou, un petit pendentif en diamant que Catalina et Zoé m'avaient offert pour marquer le 2e anniversaire de mon entreprise. Ton diamant d'indépendance, l'avait-elle appelé. Je suis arrivé au tribunal 30 minutes en avance comme Esha l'avait conseillé. Marcus était déjà là, l'air coûteux dans un costume anthracite sur mesure, son avocat, Gregory Stone, à ses côtés. Gregory était associé principal dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux d'Atlanta et avait la réputation d'obtenir des règlements de divorce agressifs favorisant les clients riches. Marcus a eu un sourire narquois quand il m'a vu, se penchant pour chuchoter quelque chose à Gregory qui a fait rire les deux hommes. Sa confiance était palpable. Il croyait que ce n'était qu'une formalité avant sa victoire inévitable. Esha est arrivé quelques instants plus tard, immaculé dans un tailleur bordeaux qui ressortait contre les couleurs ternes du tribunal. Contrairement à Gregory avec son équipe d'associés juniors, Esha travaillait avec précision et détermination, dégageant une compétence tranquille qui m'avait rassuré dès notre première rencontre. Prête, a-t-elle demandé, son expression ne révélant rien aux yeux observateurs. Plus que prête, ai-je répondu. La salle d'audience de la juge Eleanor était intimidante dans son austérité. La juge elle-même, une femme dans la cinquantaine aux cheveux argentés et aux yeux perçants, avait la réputation d'être juste mais d'avoir peu de patience pour les jeux ou les manifestations émotionnelles. Au début de la procédure, Marcus a livré une performance digne d'un Oscar. Son témoignage le dépeignait comme le mari dévoué qui avait soutenu les modestes ambitions professionnelles de sa femme, seulement pour être payé par de l'ingratitude et des demandes déraisonnables dans le divorce. « Je veux juste une résolution équitable, votre honneur », a-t-il dit, sa voix modulée pour exprimer une déception raisonnable. J'ai offert à Madame Blackwell un règlement généreux qui lui permettrait de maintenir un style de vie confortable pendant qu'elle reconstruit sa carrière. Gregory a présenté leur dossier pour la division des actifs, soulignant la richesse familiale de Marcus comme bien propre, minimisant mes contributions à nos actifs matrimoniaux et suggérant que la maison achetée principalement avec ses revenus devrait rester sa propriété. Tout au long de leur présentation, j'ai gardé mon calme, ne réagissant ni aux fabrications de Marcus ni en révélant mes émotions. La jugée a parfois jeté un coup d'œil dans ma direction, son expression illisible. Quand est venu le temps de signer le décret de divorce initial séparant notre statut matrimonial alors que les questions financières étaient finalisées, Marcus en a fait tout un spectacle. Il a signé avec emphase, un rire s'échappant de ses lèvres alors qu'il rebouchait son stylo Montblanc. En retournant à sa place, il est passé assez près pour chuchoter, « Profite bien de ton retour à la ferme de tes parents ». La présentation d'Esha a commencé méthodiquement, son approche contrastant fortement avec les arguments théâtraux de Gregory.
Elle a présenté des preuves des tromperies financières de Marcus pendant notre mariage, les comptes cachés, les dépenses somptueuses pour Sky, le modèle de contrôle financier. Votre honneur, a dit Esha, Monsieur Blackwell n'a pas été transparent sur l'étendue complète des actifs matrimoniaux comme l'exige la loi de Géorgie. Elle a soumis la documentation des comptes que Marcus avait omis de divulguer, y compris les dates, les numéros de compte et les soldes approximatifs. Marcus s'est agité sur son siège alors qu'Esha continuait, son expression suffisante laissant place à des regards nerveux vers Grégory. Grégory a demandé une brève suspension, que la jugée a refusée. Je crois que nous devrions continuer, maître. Je suis particulièrement intéressé d'entendre parler de ces actifs non divulgués. L'atmosphère dans la salle d'audience s'est tendue alors qu'Esha démantelait méthodiquement les tromperies financières de Marcus. L'expression de la juge devenait de plus en plus sévère à mesure que les preuves s'accumulaient. De plus, votre honneur, a continué Esha, nous demandons que le tribunal examine les biens propres de Madame Blackwell qui ont été établis pendant le mariage, mais sans aucune contribution ou soutien de Monsieur Blackwell. C'était le moment auquel nous nous étions préparés. La jugée a levé les yeux de ses notes. Veuillez élaborer, maître. Madame Blackwell a établi une entreprise de conseil financier pendant le mariage. Monsieur Blackwell a non seulement fourni aucun soutien pour cette entreprise, mais l'a activement découragée et a rabaissé ses ambitions professionnelles, comme en témoignent ses communications. Esha a présenté des courriels et des SMS où Marcus avait rejeté mon entreprise comme un passe-temps et découragé mes objectifs entrepreneuriaux. La jugée a examiné les documents attentivement avant de s'adresser directement à moi pour la première fois. Madame Blackwell, le tribunal exige une divulgation financière complète des deux parties. Avez-vous soumis des informations complètes sur cette entreprise? Pas encore, votre honneur, ai-je répondu comme nous l'avions prévu. Mon bilan financier complet est prêt à être soumis aujourd'hui. Esha a remis au greffier du tribunal une enveloppe scellée contenant ma divulgation financière complète, le document que nous avions stratégiquement retenu jusqu'à ce moment. Je demande que le tribunal examine le bilan financier de Madame Blackwell avant de prendre toute décision concernant la division des actifs, a déclaré Esha. La jugée a hoché la tête et a ouvert l'enveloppe. La salle d'audience est tombée dans le silence alors qu'elle lisait, ses sourcils se levant légèrement, la seule indication de surprise de la part de la juge autrement composée. Après ce qui a semblé être une éternité, la jugée a levé les yeux. Pour le dossier, je vais lire le résumé des actifs de Madame Blackwell. Mon cœur battait la chamade alors qu'elle commençait à lire. Apex Financial Consulting, un cabinet de conseil financier établi il y a 3 ans. Valorisation actuelle basée sur les revenus, les contrats et la propriété intellectuelle, 13 100 000 $. La tête de Marcus s'est relevée brusquement, son expression d'incrédulité presque comique. Portefeuille d'investissement comprenant des actions technologiques, de l'immobilier et des investissements dans des startups, 1 900 000 $. Marcus agrippait la table, ses jointures blanches. Propriétés immobilières, 2 propriétés achetées au cours des 18 derniers mois évaluées à 200 000 $. À ce stade, Marcus avait l'air physiquement malade, son visage vidé de toute couleur, son corps rigide sous le choc. À côté de lui, Grégory chuchotait frénétiquement, mais Marcus semblait incapable de traiter ce qu'il entendait. Total des actifs divulgués, 15 200 000 $, a conclu la jugée. La salle d'audience est restée silencieuse. Marcus me fixait comme s'il voyait une étrangère. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune vengeance, juste un profond soulagement que la vérité soit enfin enregistrée. La jugée a rompu le silence. Monsieur Blackwell, souhaitez-vous réviser l'une de vos déclarations précédentes concernant la dépendance financière de Madame Blackwell à votre égard? Marcus semblait incapable de parler. Grégory s'est levé rapidement. Votre honneur, nous n'étions pas au courant de ces actifs. Nous soutenons que, comme ils ont été acquis pendant le mariage, Monsieur Blackwell a droit à une part équitable. Esha était préparé à cet argument. Votre honneur, nous attirons l'attention du tribunal sur le contrat de mariage signé par les deux parties avant le mariage, plus précisément la clause 15. C'était notre atout. En examinant notre contrat de mariage des années après la signature, Esha avait découvert une clause que les propres avocats de Marcus avaient incluse. Toute entreprise commerciale créée par l'un ou l'autre conjoint pendant le mariage sans investissement en capital de l'autre conjoint restera un bien propre en cas de divorce. La clause a probablement été incluse pour protéger les entreprises potentielles de Monsieur Blackwell, a expliqué Esha. Cependant, le langage s'applique également à l'entreprise de Madame Blackwell,
qu'elle a bâti sans aucune contribution financière de M. Blackwell. La jugée a examiné le contrat de mariage, hochant lentement la tête. Le langage est en effet clair. Maître Khan, veuillez continuer. Esha a expliqué comment j'avais bâti mon entreprise à partir de zéro, en utilisant mes propres économies et en réinvestissant les bénéfices, tout en subissant le découragement actif de Marcus. Elle a présenté des déclarations de clients et de mentors attestant de mon travail indépendant et de mon sens des affaires. Tout au long de la présentation d'Esha, j'ai observé Marcus, l'homme qui avait ri en signant nos papiers de divorce quelques heures plus tôt, désormais assis figé, son attitude confiante brisée. Sky, qui était assise dans la galerie, s'est éclipsée de la salle d'audience, son expression illisible. La jugée a pris 20 minutes pour examiner tous les documents avant de rendre son jugement. À son retour, sa décision était claire. Sur la base des preuves présentées et des termes du contrat de mariage, le tribunal conclut qu'Apex Financial Consulting et le portefeuille d'investissement résultant constituent des biens propres appartenant uniquement à Madame Blackwell. Marcus a émis un son étranglé, quelque part entre un halètement et une protestation. De plus, a poursuivi la jugée, étant donné l'échec de M. Blackwell a divulgué entièrement les actifs matrimoniaux comme l'exige la loi, le tribunal est enclin à voir la division des actifs matrimoniaux restants sous un jour plus favorable à Madame Blackwell. Le reste de son jugement était un flou de termes juridiques, mais le résultat était clair. Je garderai mon entreprise, mes investissements et mes propriétés. De plus, je recevrai une plus grande partie de nos biens matrimoniaux réels en raison de la tromperie de Marcus. La maison serait vendue et les bénéfices divisés selon la formule du juge, qui me favorisait grandement. Alors que nous nous levions pour partir, Marcus s'est approché de moi, son avocat essayant sans succès de le retenir. « Tu as planifié ça » a-t-il sifflé, le visage tordu par la rage et l'humiliation. « Toutes ces années, tu attendais juste de me détruire. » J'ai regardé l'homme que j'avais aimé autrefois. Maintenant un étranger consumé par son propre récit de victimisation. Non, Marcus. J'ai construit quelque chose pendant que tu étais occupé à détruire ce que nous avions. C'est ça la différence entre nous. Esha m'a doucement guidé vers la sortie, laissant Marcus debout seul dans la salle d'audience qui se vidait, les restes de son complexe de supériorité gisant en ruine autour de lui. Sortir du tribunal ce jour-là ressemblait moins à une victoire qu'à une libération. Le poids de la tromperie, celle de Marcus et mon propre secret nécessaire, s'élevait de mes épaules à chaque pas dans ces escaliers de marbre. Aujourd'hui, mon entreprise s'est développée à l'international. Mes investissements continuent de croître et j'ai utilisé mes ressources pour établir une fondation aidant les femmes à atteindre l'indépendance financière. Marcus a tenté une réconciliation une fois qu'il a connu ma valeur nette, mais j'étais bien loin de la femme qui cherchait autrefois son approbation. Si vous entendez ceci et que vous faites face à votre propre carrefour de sous-estimation ou de trahison, rappelez-vous que parfois, ce qui semble être une fin est en fait un début déguisé. Votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Parfois, perdre ce que vous pensiez vouloir vous mène directement à ce que vous méritez vraiment.